Donc comme Guillaume m'a introduit, donc je suis expert en interface naturelle pour Octo Technologies et fondateur de la communauté des développeurs Kinect, donc les gens qui travaillent sur ce type de capteur 3D. On va parler d'interface naturelle, d'innovation, d'interface gestuelle, d'objets connectés et du futur des interactions. Une des premières interactions qu'on a eues avec l'ordinateur, c'était le clavier. C'était un travail d'expert, il fallait comprendre, connaître comment ça marche. On a eu la souris, interface graphique, avec une iconographie, des choses assez un peu plus faciles à utiliser pour le grand public. Maintenant, on a des interfaces tactiles, notamment avec l'iPad ou l'iPhone. C'est pas eux qui l'ont inventé, mais ça a permis de rendre beaucoup plus pratique et utilisable les ordinateurs. Et pourquoi pas le futur, l'interface gestuelle, c'est-à-dire contrôler à distance l'ordinateur sans forcément rentrer en contact avec le périphérique ou l'ordinateur ou la machine. Donc tout à l'heure, je parlais de clavier jusqu'à l'interface gestuelle. On passe d'un travail d'expert. Maîtriser le clavier, c'est du boulot. Pour ceux qui ont fait de la dactylographie, ils ont appris à l'utiliser au fur et à mesure. Ça a pris des années. La souris, pareil, maintenant vous êtes habitué, mais ça prend quand même du temps à la maîtriser. Si on donne une souris à une grand-mère ou à un enfant de 3 ans, il ne sait pas quoi faire avec. On lui donne un iPad, il sait où toucher pour faire une action. Il n'a pas besoin d'apprendre. Donc on passe du travail d'expert à un travail de néophyte. Pour une entreprise, je ne dirais pas qu'on passe d'un travail d'expert à un travail d'intérimaire, mais presque. On pourrait avoir des gens interchangeables qui n'ont pas besoin d'apprendre à utiliser, à maîtriser l'outil. C'est une façon de voir, c'est une politique d'entreprise. Ce que l'on perd avec ce travail plus naturel, on perd la précision. Sur mon PC, si je veux faire un point rouge à un endroit, je peux faire ça en ligne de commande, en programmation. Je vais dire, je mets un pixel à cet endroit, la couleur que je veux exactement. Je serai ultra précis, mais ça reste un travail d'expert. Si je fais ça au doigt, j'aurai un pixel plus ou moins là où je le veux, plus ou moins que la couleur que j'ai déterminée. Si je fais ça en gestuel, je suis encore moins précis. Donc ce qu'on perd en précision, on le gagne en naturel, en aisance. Donc j'ai utilisé beaucoup le terme naturel. Ce qu'on appelle une interface naturelle, c'est une interface qui s'utilise très rapidement. Pas besoin d'apprentissage ou très peu d'apprentissage. Ça procure une expérience assez positive parce qu'on appuie, ça marche. Contrairement à la souris, il faut s'entraîner et autres. Et on perd aussi l'intermédiaire, qui est l'ordinateur, qui est l'écran. En interface naturelle, on pense directement à l'objet que l'on veut manipuler et non plus à je veux manipuler la souris, je suis bloqué par le périphérique. Là, on agit directement avec l'objet qui est l'objet que l'on veut manipuler. Donc ce qui est dans l'ordinateur et pas ce qui est devant l'ordinateur. Si je donne un exemple, je vais faire ça sans le micro, ça va être plus facile. Vous êtes déjà allé sur le site d'IKEA, vous voulez un meuble, vous le mesurez chez vous, il faut prendre les mesures, c'est un peu embêtant. Et sur le site d'IKEA, si on ne parle pas suédois, ça ne marche pas. Et si on ne peut pas chercher par mesure, ça ne marche pas non plus. Ce qui est le cas sur le site d'IKEA. Je vais remettre un peu plus haut. Du coup, ça serait bien de se dire, je suis devant... Voilà. Hop. Désolé. Je suis chez moi, je veux un meuble, je vais dire la largeur, la hauteur, la hauteur, chercher le meuble. Et il me propose un meuble qui a la taille et les dimensions que j'avais prévues. J'ai décrit, pas besoin de même. Là on voit les centimètres, mais j'en ai pas besoin. En tant qu'être humain, moi je veux un meuble qui a les bonnes dimensions, il ne peut pas aller plus loin qu'à cet endroit parce qu'il y a un canapé, pas plus loin parce qu'il y a une fenêtre. Je juste décris, et s'il ne me plaît pas, je dis meuble suivant, déplacer le meuble, et puis je pose, et je le pose sur la table. C'est parfait. J'ai posé le meuble là où je le voulais, de manière très naturelle. Si ça vous plaît, on peut le télécharger. Donc voilà. Et on peut continuer à naviguer, on pourrait même dire, ça peut analyser le design de l'appartement et ça nous propose des meubles adaptés à notre design, à nos goûts. Et j'ai pas pensé à l'ordinateur, à part là, il fallait bien mettre le capteur.
mais dans le futur, ça sera intégré dans des téléphones, dans des tablettes. Et du coup, je dirais juste à ma femme, ben, tiens la tablette pendant que je fais le zouave pour décrire le meuble que je veux. J'ai pas été bloqué par l'ordinateur, j'ai choisi directement. Donc c'est un type d'interface naturelle. Ça c'était au cas où la démo ne marche pas, je le remets. On fait les mesures et hop, on a gagné un meuble à 97 €. On ne peut pas prononcer son nom. Ça c'est assez innovant. Comment on fait de l'innovation en entreprise? Bah, soit c'est de la veille. On a entendu parler d'un nouveau périphérique, d'un capteur, d'un gadget. On se dit tiens, je vais l'utiliser et je vais voir ce que ça fait. À la fin, ça ne fait pas un produit utilisable par le grand public, ça fait juste quelqu'un qui a fait de la veille, de la R&D, de la recherche. Et ça n'aboutit pas forcément tout de suite. On peut se dire aussi, on récupère ces nouveaux périphériques, ces nouvelles interfaces pour faire un effet waouh. J'ai eu un client qui m'a dit je veux une salle de réunion nouvelle génération où les conférenciers peuvent bouger les slides en faisant ça avec la main. C'est vachement bien, ça fait waouh. Bah, ça coûte cher parce qu'il faut développer des choses sur ordinateur, il faut acheter du matériel. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour remplacer une petite zapette qui coûte 15 €. Donc c'est waouh, mais ça coûte un peu cher. Donc il n'y a pas eu ce projet, on ne l'a pas fait normalement. Il y a aussi le marketing qui peut vouloir faire des effets waouh. J'en parlerai un peu plus tard. Mais se dire, voilà, je vais fidéliser les gens, les rapprocher de l'identité de la marque en donnant une expérience plus ludique et plus naturelle vis-à-vis de ce qu'on peut faire en agence. On en parlera juste après. Mais ce qui est important quand on fait de l'innovation, c'est d'être pertinent. La pertinence, c'est quoi? C'est être utile. La personne est bloquée, il ne peut pas faire quelque chose, et ben on va lui mettre un nouveau périphérique, un nouveau périphérique dans les mains, une nouvelle technologie, et ça va le débloquer. C'est le côté vraiment utile de la technologie. Sinon, ça peut être juste l'aider à être plus efficace. On le rapproche de son but. Il sait faire déjà quelque chose, mais c'est pénalisant avec les technologies actuelles. On lui met une nouvelle technologie, ça sera mieux, il sera plus productif. Et puis aussi, on peut utiliser des technologies pour rendre la vie plus agréable, ou pour donner aux gens envie d'utiliser une application. C'est le côté engageant de la technologie. Si ceux qui utilisent Excel, ben, c'est pas très kiffant comme application, mais peut-être qu'il pourrait y avoir des évolutions qui le rendraient encore plus attrayant. On n'a plus un doute sur quand je clique sur ce bouton, qu'est-ce qui va se passer. Le bouton pourrait être un peu plus explicite et me donner envie d'appuyer dessus sans crainte. Si je fais un petit zoom sur les périphériques, bon, il y a Kinect, ce truc-là, ça vient du monde du jeu vidéo, c'est branché à une console d'habitude, là on peut le brancher à un PC. Il y a le Leap Motion, c'est un tout petit capteur qui vient d'arriver sur le marché, qui est arrivé il y a 1 an sur le marché. C'est petit comme ça se branche en USB et ça détecte ce qu'on fait avec les doigts au-dessus de l'ordinateur. Je ferai peut-être une démo tout à l'heure. Et voilà, ça détecte ce qu'on fait avec les doigts. Il n'y a pas encore d'application utile, c'est ce que je mettrais du côté veille et wow effect. C'est super sympa, c'est marrant, mais on n'a pas encore trouvé d'usage pertinent. HP a intégré ce type de capteur dans 2 de leurs ordinateurs. Il n'y a pas eu beaucoup de ventes déclenchées par ça. Et la boîte qui fabrique ça, Leap Motion, est en train de licencier les commerciaux parce qu'ils n'ont pas trouvé de modèle économique et d'usage pertinent pour l'instant. Intel, vous connaissez peut-être Intel, ils font les processeurs, ils font les ordinateurs, ben, ils font aussi leur propre caméra 3D. Et ça va être, pour l'instant, c'est une caméra externe, comme une petite webcam. Mais cette année, ils vont l'intégrer dans les ordinateurs, embarquer dans les écrans, pour avoir justement cette capture 3D pour détecter les mouvements, détecter les émotions et ce qu'on fait avec le visage. Et le fameux Kinect qui détecte même un corps humain entier et ce qu'on fait avec tout le corps. Pourquoi tout ça? Il y a un terme à la mode pour ceux qui se renseignent, c'est le phygital, physical digital. C'est mélanger le monde physique et le monde numérique, qu'on appelle digital en anglais. Bah, c'est se dire, voilà, j'ai une agence commerciale, un magasin, bah, pourquoi pas faire une vitrine interactive où les gens peuvent non plus consommer de l'information avec juste une brochure qui défile, mais vraiment avec de l'information et de la communication. Je peux choisir ce qui apparaît à l'écran. Ça permettrait d'avoir un point de vente ludique, plus agréable, faire même des événements. Il y a eu ça pour la conférence, pour le spectacle Robin des Bois. On pouvait s'habiller en tant que Robin des Bois. On se mettait devant un écran, on se voyait dans l'écran, et en réalité augmentée, ça nous mettait des vêtements de Robin des Bois, et on était content, on pouvait partager notre photo habillée en Robin des Bois sur Facebook, et ça faisait de l'événementiel, ça rapprochait les gens vis-à-vis de la marque, et ça avait un côté un peu social. On peut aussi vouloir faire du gestuel, ou au moins de nouveaux types d'interactions,
pour des mesures sanitaires. On ne veut pas toucher quelque chose parce que c'est sale, on est en pandémie, ou tout simplement on est médecin. Un médecin qui n'a pas préparé son opération, il ne faut pas le dire, il voudra peut-être avoir un écran avec l'IRM ou les radiographies et pouvoir naviguer dedans. Mais s'il a les mains, on va dire avec les gants, les mains dans le cambouis, il n'a pas forcément envie de toucher quelque chose. Donc il pourrait interagir à distance avec l'écran ou avec la voix pour avoir plus d'informations sur l'opération en cours. Tout ça pourquoi? Attirer l'attention, faire du marketing, un peu du buzz, améliorer la performance des commerciaux, des vendeurs dans une agence, et même juste améliorer la relation entre le client et l'entreprise. Ici, un terme, c'est B2E, Business to Employee, c'est améliorer la relation même avec l'employé d'une entreprise. Certaines personnes qui travaillent en entreprise, ils ont ça dans le hall d'accueil de l'entreprise, il y a un grand écran qui diffuse de l'information, l'actualité boursière ou les dernières news de l'entreprise. Et parfois, il y a écrit « L'entreprise organise le Noël des enfants, inscrivez-vous sur le portail de l'entreprise. » Donc, il faut se rappeler de s'inscrire. Si c'était un écran interactif, en tant qu'employé, je me mets devant l'écran, ça me dit « On organise le Noël des enfants, inscrivez-vous. » Je me mets devant l'écran, je dis mon nom ou je montre mon badge, et je dis « J'ai 2 enfants, un de 5 ans et un de 10 ans. » Et hop, je suis inscrit. Je n'avais pas eu besoin de m'identifier sur l'ordinateur, de taper des trucs, ou d'envoyer un mail à quelqu'un aux ressources humaines. Je l'ai fait directement avec l'écran qui était devenu interactif. Tout ça, voilà, pour faciliter le travail des gens. Là, c'est un exemple de ce qui peut se faire, on va dire, du côté un peu plus ludique. Un sol interactif. Ça ne va pas déclencher des ventes dans un magasin, mais ça va faire une expérience un peu plus ludique avec des gens qui se baladent autour, ou des écrans interactifs. Si je fais une autre démo, on imagine qu'on est à Jouet Club, et je suis un petit enfant, et je veux m'acheter une figurine Iron Man. Tu veux faire ou pas? Je sais pas ce qu'il doit faire, moi. Vas-y, lève-toi, c'est toi qui es détecté. Tu bouges pas, attends un petit peu. Tu as eu ta figurine Iron Man, tu te mets devant l'écran interactif et ça te dit touche ton ventre pour devenir Iron Man. En plus il y a le son, ça va parler pas. Tu peux bouger et tu deviens Iron Man. Et ça, je vous garantis que ça fait la file d'attente. Des enfants qui veulent juste voir ça, ils viennent, ils achèteront potentiellement quelque chose. Ah. Vas-y, retouche. Et non, tu peux même tirer des lasers, vraiment un truc immersif et amusant. On est bon. Et tu peux te déplacer, l'armure te suit un minimum. Tu peux pas détruire l'écran, tu peux pas encore t'envoler. Et ça fait quelque chose d'assez immersif et les enfants, ils feront la queue, les parents feront la queue avec, les parents voudront essayer. Pendant ce temps, on leur donne des cocktails et ils payent. Hop. Ça s'appelle comment? Iron Man, ça peut nommer. Non, mais le procédé. On va dire, c'est de la réalité augmentée. D'accord. On voit la réalité, puis c'est augmenté, on rajoute des choses autour. Okay. Et on voit que l'appareil est capable de détecter les mouvements du corps et d'adapter et d'appliquer une fausse armure sur le corps humain. Ça pourrait être des vêtements, une cabine d'essayage virtuelle, où ça prend mes mensurations et ça me propose des vêtements qui ont la bonne taille, ça les applique sur mon corps, ça les ajuste par rapport au reste de mes vêtements. Tout est possible. Il faut juste travailler un petit peu et trouver une idée pertinente qui ne fera pas que ça fera un flop dans quelques mois. On a fait ça en interne pour une démo. Ça reprend un peu le principe de la cabine d'essayage virtuelle. Je choisis des produits, où je suis un homme, une femme, et je choisis des produits, je les mets dans une cabine d'essayage virtuelle, et ça va me faire un petit personnage habillé avec les vêtements que je choisis. On a choisi un mode un peu cartoon et ludique, et ça nous dit, voilà, on a choisi un personnage, avec, on avait plein d'autres personnages qui étaient possibles dans l'animation. On pourrait faire un rendu plus réaliste avec la vraie photo de la personne avec des vrais vêtements, mais là c'était une exploration un peu ludique. Tout à l'heure on a fait Ikea, il y a une boîte aux États-Unis qui s'appelle Amana qui utilise le même principe. Et donc dans les magasins, c'est des magasins de démonstration, on voit les différents meubles. Bah, si je touche un meuble, ça me donne les informations détaillées sur le meuble. Au lieu d'avoir à me pencher pour lire une étiquette qui n'est peut-être pas à jour, qui a peut-être été arrachée par un enfant,
Je touche le meuble et j'ai l'information sur le meuble. Et je peux même interagir et demander les autres coloris, les gammes de prix différentes. Je touche un autre meuble, ça me donne l'autre meuble. Et si je me déplace dans les couloirs du magasin, ça me suit un minimum. Ça va faire du tracking et du profiling. Et si je touche un autre meuble, ça pourra me proposer automatiquement les meubles dans les coloris que j'avais cités juste avant. Si je vois un canapé et je défile, je veux du rouge, la prochaine fois que j'irai dans le magasin ou que j'irai dans un autre espace de démonstration, il me proposera du rouge pour que ce soit assorti à mes goûts. Ça peut faire peur, on est suivi partout, c'est les ordinateurs qui nous proposent des choses, on est le contrôle, mais ça peut améliorer la relation client quand même. Si on va un peu plus loin, là c'était les capteurs, il y a plein d'autres capteurs, c'est des objets connectés. Il y a des bracelets maintenant qui font podomètre, qui font cardiofréquencemètre, qui détectent ce qu'on fait avec quel est notre statut, on va dire, biologique en temps réel. Il y a des lentilles qui permettent de mesurer le taux de salinité dans l'œil pour faire une analyse de diabète. Il y a des colliers qui permettent de mesurer le taux d'exposition aux UV pour savoir s'il est temps de se mettre à l'ombre. Des bagues qui prennent le rythme cardiaque aussi. Il y a plein d'objets qui sortent, qui permettent de fournir des services supplémentaires. C'est la mode avec les objets connectés, surtout les bracelets, c'est le quantify self. C'est le besoin de se mesurer, de mesurer ce qu'on fait, et limite de se fixer des objectifs. Voilà, je vais décider de faire au moins 1000 pas par jour. Là, je mets mon bracelet, je le paramètre pour dire que je vais faire 1000 pas par jour, et en temps réel, il va me donner l'avancement et est-ce que j'ai atteint mon objectif ou pas. Et je pourrais même comparer avec des copains via les réseaux sociaux en disant, moi j'ai fait mes 1000 mètres, mes 1000 pas, est-ce que toi tu les as fait ou pas. On pourra imaginer des ceintures connectées, des bijoux connectés, des chaussures connectées. Une chaussure connectée pourrait même analyser la transpiration et me dire si j'ai des problèmes de sécrétion hormonale ou pas. Il y a plein de choses propres, un peu moins propres à faire. Il y a Oral-B et une autre société qui ont fait des brosses à dents connectées. Ça va permettre de qualifier la qualité du brossage. Ça va au moins dire, on a fait 25 allers-retours, est-ce que c'est mieux que papa ou maman? Mais aussi dire, t'as pas assez brossé, ou t'as brossé trop à fond, tu vas te faire mal aux gencives, change la façon de brosser tes dents. Ou tu veux un mode détartrage, allez, voici comment le faire. Une sorte de coaching de brossage de dents. Une fourchette qui nous dit ce qu'on mange assez vite ou pas, ça existe. Une cigarette qui nous dit on est en train de tirer un peu trop, et le capteur ultraviolet. Plein de choses. Les lunettes Google Glass, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est des lunettes pas de réalité augmentée, mais des lunettes qui permettent d'avoir plus d'informations en temps réel. Ça ne va pas mesurer ce qu'on fait, mais ça va permettre au moins d'accéder à l'information supplémentaire. Tout ça pourquoi? Bon, j'ai dit Quantify Self. La santé, ça peut être même un médecin qui me dit mettez votre bracelet et vous avez 1000 pas à faire, et le médecin pourra vérifier en temps réel si j'ai fait mes 1000 pas. M'envoyer un SMS pour me dire ah non, vous n'avez pas fait les 1000 pas, c'est pas bien. Ou pourquoi pas un assureur qui dit bah voilà, si vous mettez les objets connectés, si vous les utilisez correctement, si vous prenez soin de vous, on réduit les coûts de l'assurance. Et du coup, l'assureur pourrait fournir ce type d'objet. Ou même je me suis fait une luxation à l'épaule, l'assureur me dit de prendre un Kinect, d'installer une certaine application, et j'aurai des exercices à faire quotidiennement. Plutôt que d'aller chez le kinésithérapeute, je pourrais le faire à la maison. Et comme tout est connecté, l'assureur pourra savoir que j'ai bien fait mes exercices. Et si je ne les fais pas, hop, il remonte le prix de l'assurance. La surveillance, en maison de retraite, on voit qu'une personne marche de plus en plus lentement, il y a un bras qui ne bouge plus, la personne s'étale, et un objet connecté pourra avoir appelé les secours en avance, sans forcément attendre que la personne tombe par terre. Une sorte de prévention, de calcul en avance. Améliorer l'interaction sociale entre les gens, contrôler des objets à distance. Si j'ai une bague connectée, par exemple, je pourrais augmenter le volume de ma télé juste en faisant un petit glissement sur mon doigt. Si je suis en train de pointer vers la lumière, ça me change la lumière. Je pointe vers les volets, ça baisse les volets. Ça pourrait être une télécommande universelle. Il y a déjà des prototypes, c'est pas encore popularisé, mais il y en a quelques-uns. Un véhicule connecté qui pourrait nous dire ah, vous êtes en état de somnolence. On va freiner, on va se garer. Ou vos réflexes sont ralentis, vous tournez un peu moins bien à gauche, au contraire vous déviez trop à gauche ou à droite. Une voiture connectée avec un mini-ordinateur pourrait devancer les problèmes et nous faire une sorte de coaching temps réel ou au moins nous éviter d'avoir des accidents. Il y a aussi les voitures autonomes qui seraient conduites par l'ordinateur. Je vois une voiture autonome conduite par ordinateur, c'est presque un robot. Il y a une boîte française, Aldébaran, plus que française maintenant, mais qui s'est alliée avec une banque japonaise pour faire des robots qui accueilleraient les gens en agence. Un petit robot, là il fait 1m10, qui peut accueillir les gens en agence, fournir des informations, il y a de la reconnaissance vocale, il y a de la détection d'émotions.
C'est que ce robot peut savoir que je suis en colère et que je suis en train de dire j'ai été prélevé trop d'argent sur mon compte en banque, c'est pas normal. Il va dire calmez-vous, vous inquiétez pas, j'appelle un conseiller. Ou est-ce que vous voulez juste une brochure? Il va pouvoir proposer des choses adaptées en fonction de l'état émotionnel de la personne ou juste en fonction de ce que la personne va dire ou exprimer. Un slide tout noir, c'est pas mal. Si on va plus loin, l'ordinateur qui réagit, qui devance mes besoins, bah, ça pourrait être une sorte d'ordinateur qui se base sur mes capacités motrices. Voilà, j'ai mal au bras gauche, bah, il va me permettre d'utiliser l'ordinateur qu'avec la main droite par exemple. Ou ça repère que j'ai des lunettes et qu'elles sont peut-être double foyer, ça va peut-être adapter la taille des caractères à l'écran pour que j'ai une interface lisible à n'importe quelle distance. Ça peut voir que je suis en colère, j'ai peut-être mon rythme cardiaque est élevé, ma souris prend mon rythme cardiaque par exemple, je fronce les sourcils, je suis énervé, et je suis en train de taper un mail pour mon patron, bah, l'ordinateur pourrait me dire ne tape pas ce mail, va prendre un DK, ça ira mieux, là c'est pas les bons moments. Donc voilà, une sorte d'ordinateur qui se baserait sur notre comportement, notre émotion. Juste petit exemple, si je le retrouve, d'interface qui s'adapterait à au moins mes mouvements. Je réfléchis. Si je suis prêt, le texte est écrit petit. Si je recule, le texte va s'agrandir de manière proportionnelle pour que ça reste lisible à n'importe quelle distance. Dans un musée, ça peut être utile, dans un magasin, ça peut être utile, ou juste à la maison, je regarde la télé, il y a des sous-titres, bah, je me lève pour mettre la table, bah, j'ai envie quand même de pouvoir lire les sous-titres, ou lire les informations qui apparaissent en bas. Et si je me penche sur le côté, bah, le texte aussi va s'orienter pour être le plus lisible à n'importe quelle distance, à n'importe quelle orientation. Là, je le vois bien, j'arrive à lire. Une interface adaptive va adapter la forme et le contenu. Si elle était bien droite, sans perspective, j'aurais du mal à le lire. Là, l'information reste lisible à n'importe quelle distance. On pourrait même imaginer que je fronce les sourcils et ça zoome encore plus parce que j'ai des problèmes de vue. Plein de choses sont possibles, comme je le disais tout à l'heure. On peut le mettre à l'envers aussi. À l'utiliser, des objets connectés où voilà, la technologie elle est intégrée dans les objets. Je touche la table, elle réagit. Je touche la télé, elle réagit. Ça fait quelque chose de très immersif ou d'ambiant. Je ne sais plus si l'objet est connecté, mais tout devient connecté sans que je le sache. Une sorte d'interface ambiante. UI, c'est User Interface, interface utilisateur. Et tout est connecté, mais j'ai aussi des objets à moi, ma montre, mon téléphone, ces objets personnels qui sont aussi connectés. Tout ça pourquoi? Bah, peut-être que le futur sera les humains connectés. Comme si on n'était pas assez connectés dans le monde réel, bah, que tous ces objets nous permettent d'être encore plus connectés. On a fait ça pour une conférence. Pour ceux qui vont à des conférences, à la fin de la journée, on se retrouve avec des cartes de visite. On ne sait pas qui est qui. Il y a écrit Vincent Guigui, mais j'ai parlé de quoi avec lui, je ne sais plus. Si j'avais la photo, si j'avais un petit souvenir, je pourrais mieux m'en servir. Et bien là, je ne pense pas à la carte de visite. Je montre mon badge, c'est une conférence. Hop, je montre. Je suis identifié. Lui aussi va être identifié. Et pour échanger nos contacts, on va juste se serrer la main. La photo a été prise et on reçoit un email avec les identifiants, les coordonnées de la personne et la photo. Rien à faire, je n'ai pas pensé à mon ordinateur, à mon téléphone pour dire « Attends, je t'envoie en SMS mon numéro de téléphone, ou dicte-moi ton numéro. » On s'est serré la main, c'est tout. On l'a réutilisé pour plusieurs conférences et ça fait son petit effet. Merci.